Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je me retrouverais au cœur d'événements qui m'ébranleraient profondément et changeraient à jamais ma perception du monde. En tant que médecin légiste ayant de nombreuses années d'expérience, j'ai l'habitude de rencontrer les phénomènes les plus étranges, les plus effrayants et parfois inexplicables. Mais rien, pas même mes affaires les plus sombres, ne m'avait préparé à ce qui s'est passé en janvier 1924, lorsque j'ai été convoqué pour examiner le corps de Vladimir Ilitch Lénine. L'ordre est arrivé à l'improviste. J'étais dans mon bureau lorsque le téléphone a sonné. La voix à l'autre bout du fil était froide, sévère et, plus surprenant encore, dépourvue de toute émotion. On m'ordonnait de me rendre immédiatement à Gorky, où se trouvait la maison dans laquelle le leader de la révolution venait de mourir. Lorsque j'ai tenté de préciser les détails, la voix m'a coupé court. « Il n'en est pas question. On a besoin de vous ici. C'est une affaire d'importance nationale. Je n'ai pas été surpris que les autorités aient décidé de procéder à un examen médical approfondi. La mort de Lénine était déjà entourée d'un voile de rumeurs et de soupçons. Les journaux parlaient d'une maladie grave, d'une attaque cérébrale, mais dans les coulisses, on murmurait des conspirations, des poisons, et même l'intervention de forces que les sources officielles préféraient taire. J'ai atteint Goroki en fin d'après-midi. Le ciel froid de janvier semblait peser sur le sol, et l'épaisse couche de neige absorbait tous les sons, créant un silence oppressant. 2 hommes en uniforme militaire m'ont accueilli sur le pas de la porte. Leur visage était renfrogné, et j'ai tout de suite senti que toute l'affaire était empreinte de tension et de peur, soigneusement dissimulée. Une atmosphère pesante régnait à l'intérieur de la maison. La pièce où se trouvait le corps était plongée dans une semi-obscurité, éclairée seulement par 2 lampes de faible intensité. L'air sentait quelque chose d'étrange, un mélange de formol, d'encens et de quelque chose de métallique que je n'ai pas pu identifier. Le corps de Lénine reposait sur une grande table, recouvert d'un drap blanc. À première vue, tout semblait normal, mais dès que je me suis approché, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je ne saurais expliquer ce qui me donnait cette bouffée d'angoisse lorsque je m'approchais du corps, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas m'a saisi dès que j'ai enlevé le drap. Le visage de Vladimir Ilitch était immobile, calme, comme s'il ne faisait que somnoler, mais quelque chose dans ses traits n'était pas naturel, comme si chaque ligne était un peu plus définie qu'elle ne devrait l'être. Sa peau était d'une teinte étrange, légèrement jaunâtre, mais pas comme les cadavres que j'avais vus auparavant. C'était une couleur qui me rappelait le parchemin ou le vieux papier, dépourvu de vie et de chaleur. Il y avait de faibles traces de rides profondes sur le visage, mais elles semblaient loupeintes, comme si elles avaient été appliquées pour les imiter. Mon attention s'est immédiatement portée sur ses mains. Les doigts étaient anormalement longs, fins, presque osseux, mais la surface de la peau était lisse, sans la moindre trace de sécheresse ou de craquelure, ce qui semblait anormal pour un cadavre. De plus, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur le bout des doigts, de petites taches de brillantes qui ressemblaient à du métal et qui reflétaient la lumière des lampes. « C'est comme ça que fonctionne le formol ?» murmurai-je en essayant de trouver une explication rationnelle. J'ai touché ma main doucement, m'attendant à ressentir la froideur familière d'un cadavre, mais ce que j'ai ressenti m'a fait reculer. La surface de la peau était froide, mais elle n'était pas dure comme devrait l'être un corps en état de rigidité totale. Au contraire, la peau était ferme, comme si le corps conservait un soupçon de structure vivante. J'ai senti un frisson me parcourir, mais tes doigts ont involontairement touché mon visage, et j'ai de nouveau ressenti la même chose. La peau était lisse, comme polie, et pourtant anormalement dure. Ce n'était pas un cadavre humain, c'était autre chose. Mais la chose la plus étrange que j'ai découverte,
C'est lorsque j'ai commencé à examiner la tête. Le crâne semblait parfaitement symétrique, ce qui était déjà une anomalie en soi, mais en y regardant de plus près, j'ai remarqué que la zone située à l'arrière de la tête était étrange. Il y avait une petite dépression autour de laquelle la peau semblait légèrement plus foncée et le crâne lui-même était légèrement surélevé, comme s'il y avait quelque chose en dessous. J'ai pris mes outils pour examiner cette partie, mais mon inspection a été interrompue par l'un des officiers qui m'accompagnait. « Qu'avez-vous trouvé » Sa voix était dure et suspicieuse. « Rien de concret pour l'instant, » répondis-je, conscient qu'il était trop tôt pour dire la vérité. L'officier acquiesça, mais son regard resta fixé sur mes mouvements. Je sentis la surveillance s'intensifier, ce qui me rendit encore plus tendu. Je suis retourné à la table et j'ai continué mon examen, en essayant de maîtriser mon excitation. Mais plus j'examinais le corps, plus il devenait clair qu'il ne s'agissait pas d'un simple cadavre. Il y avait quelque chose à l'intérieur, à l'abri des regards, quelque chose qui n'appartenait pas à la nature humaine. Le silence dans la pièce semblait s'épaissir tandis que je préparais mes outils d'autopsie. Les deux officiers qui se tenaient à proximité observaient silencieusement chacun de mes mouvements, mais j'essayais de ne pas montrer ma nervosité. Je sentais que je me trouvais au seuil de quelque chose d'incroyable, mais de dangereux à la fois. Lorsque j'ai pratiqué la première incision sur ma cage thoracique, j'ai immédiatement remarqué que le tissu se coupait trop facilement, comme si je déchirais quelque chose d'artificiel plutôt que de la chair humaine. La peau et les muscles en dessous avaient une teinte étrange, proche de l'argent, et brillaient comme s'ils étaient recouverts d'une fine couche de poussière métallique. « C'est impossible », murmurai-je en continuant l'autopsie. Lorsque j'ai ouvert la cage thoracique, mon cœur a battu la chamade. Je m'attendais à voir une anatomie humaine standard, mais j'ai été confronté à quelque chose de complètement différent. Au lieu des organes habituels, il y avait à l'intérieur une structure complexe qui ressemblait à un mécanisme mécanique, mais qui était de nature organique. De fines fibres, ressemblant à des terminaisons nerveuses, reliaient d'étranges plaques translucides qui émettaient une faible lumière. Au centre de cette structure se trouvait quelque chose que l'on aurait pu confondre avec un analogue de cœur, mais qui ressemblait à un cristal entouré d'un réseau de fils vivants. Le cristal a émis un faible scintillement et j'ai senti un frisson me parcourir tout le corps. J'ai jeté un coup d'œil aux officiers, mais ils ne semblaient me montrer ni surprise ni peur. Leur visage restait totalement impassible, comme si ce que j'avais découvert était connu d'eux. Cela ne fit qu'augmenter mon anxiété. « Vous ne devez rien dire », dit finalement l'un d'eux pour rompre le silence. Sa voix était basse, presque menaçante. « Continuez votre examen. » Je ne répondis pas, mais de nombreuses questions bouillonnaient en moi. Qui ou quoi se trouve devant moi? Pourquoi réagissent-ils si calmement? Alors que je poursuivais mon examen, je tombais sur une autre bizarrerie. Alors que j'essayais soigneusement de retirer le cristal, celui-ci se mit à vibrer, émettant un bourdonnement faible, presque infrasonique. La pièce s'emplit d'une étrange vibration qui semble pénétrer jusqu'à mes os. « Ne touchez pas à ça !» cria le second officier, mais il était trop tard. Au moment où mes outils ont touché la surface du cristal, les lumières de la pièce ont commencé à vaciller. L'air est devenu dense, comme si la pression avait augmenté de façon spectaculaire, et j'ai senti quelque chose me serrer la poitrine, m'empêchant de respirer. Le cristal a émis un faisceau lumineux qui a éclairé tout ce qui m'entourait pendant un moment, et j'ai vu quelque chose que je ne peux toujours pas décrire. C'était une vision, un monde étrange rempli d'ombres qui se déplaçaient trop vite pour être vu, mais je savais qu'elle m'observait. Lorsque la lumière s'est éteinte, j'ai réalisé que j'étais debout, tremblant, sur le corps de Lénine, et que les officiers me regardaient avec une fureur froide. « Vous n'avez rien vu », dit froidement l'un d'eux.
Tout ce qui s'est passé ici restera secret. La pièce retomba dans un silence inquiétant, seulement rompu par ma respiration confuse. Le cristal semblait s'être éteint, mais je sentais sa présence dans tout mon corps, comme s'il continuait à affecter l'espace autour de moi. Les deux officiers restaient immobiles, leurs yeux m'observant avec une méfiance qui inspirait plus de peur que la découverte elle-même. Je savais que je devais continuer, mais mes mains tremblaient et ma conscience refusait d'accepter ce qui venait de se passer. Tout ce que j'avais vu à l'intérieur du corps de Lénine était impossible à expliquer par quelque connaissance scientifique que ce soit. Il ne s'agissait pas d'une anomalie du corps humain ou d'une mutation, c'était quelque chose qui dépassait la nature humaine. Après avoir rassemblé mes idées, j'ai décidé de poursuivre l'autopsie. En essayant de ne pas toucher le cristal, j'ai commencé à étudier les fibres qui y étaient reliées. Elles le ressemblaient à quelque chose entre des nerfs et des câbles, organiques mais mécaniques, vivants mais artificiels. Ces fibres traversaient tout le corps, formant un réseau qui en englobait toutes les parties. Plus j'avançais, plus je découvrais des choses étranges. Les artères et les veines n'étaient pas remplies de sang, mais de quelque chose qui ressemblait à du métal liquide, brillant et froid au toucher. Les poumons, au lieu du tissu mou habituel, étaient comme des chambres creuses avec une surface en relief qui ressemblait à une structure cristalline. La découverte la plus effrayante m'attendait lorsque j'ai décidé d'examiner la région de la tête. Le crâne était d'une dureté inhabituelle, comme si sa composition était plus proche du métal que de l'os. À l'intérieur, je m'attendais à voir un cerveau, mais au lieu de cela, j'ai trouvé un motif complexe de fils fins ressemblant à une toile d'araignée. Au centre de la structure se trouvait un autre cristal, plus petit que le premier, mais qui émettait une faible lueur. « Vous devez terminer votre inspection », dit froidement l'un des officiers derrière moi. Je me fige. Sa voix était calme, mais elle contenait une menace qui me fit comprendre qu'il savait ce que j'allais trouver et qu'il n'allait promis pas me laisser partir avec cette information. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je finalement demandé, sans espérer de réponse. Mais les officiers sont restés silencieux. Au lieu de cela, l'un d'eux s'est dirigé vers un panneau près du mur et a appuyé sur un bouton que je n'avais pas remarqué auparavant. La pièce est entrée dans une lumière rouge et j'ai entendu un bruit mécanique, comme si quelque chose s'était activé à l'extérieur des murs. « Tout ce que vous avez vu, » dit sévèrement le second officier, « est un secret d'État. Vous allez faire votre travail, laissez vos notes ici et quittez cette installation. » Je me suis rendu compte que je n'étais plus seulement sous leur contrôle. Je faisais partie de quelque chose de bien plus grand que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai terminé l'inspection, laissant une partie de moi-même sur cette table. On m'a fait sortir de la pièce, mais je savais déjà que ce n'était que le début. En quittant la pièce, j'ai senti que l'air autour de moi devenait plus dense, comme si les murs de la maison absorbaient ce que j'avais vu et ne voulaient pas me laisser partir. Les officiers m'ont escorté jusqu'à un petit bureau où il y avait un bureau avec des dossiers bien rangés. Sur le bureau se trouvait le carnet dans lequel j'avais pris des notes pendant l'autopsie. « C'est ici que vous compléterez votre documentation », dit l'un des officiers en désignant une chaise. « Tout le matériel restera ici. Vous quitterez la maison les mains vides. » J'ai voulu protester, mais leurs regards froids m'ont fait comprendre que c'était inutile. M'asseyant à la table, j'ai commencé à remplir le protocole, en essayant de ne pas dévoiler mes vrais bas prépensés. Mais mes notes sont restées vierges. Comment décrire quelque chose qui dépasse l'entendement humain? Chaque mot semblait être un mensonge, chaque phrase une moquerie de la réalité. J'ai écrit sur les signes de l'accident vasculaire cérébral, sur les changements internes causés par la maladie. Mais la panique grandissait en moi. Ce que je voyais ne pouvait s'expliquer par la maladie ou l'âge. C'était créé par quelqu'un
ou quelque chose dont la nature m'était inconnue. Lorsque j'ai terminé, l'un des officiers a pris un carnet et a examiné les notes. Il a hoché la tête, mais aucun signe de satisfaction ne se lisait sur son visage. « Cela suffit », a-t-il dit, mais son ton n'exprimait pas l'approbation. On m'a fait sortir de la maison, mais au lieu de me laisser partir, on m'a fait monter dans une voiture noire banalisée. La voiture a démarré et j'ai senti le froid de la fenêtre s'infiltrer sous mes vêtements, mais je ne pouvais pas dire si c'était à cause de l'air glacial ou de la peur. Nous avons roulé longtemps, même si les routes et le terrain ne m'étaient pas familiers. Les officiers ne prononçaient pas un mot, et ce silence m'oppressait plus que n'importe quel interrogatoire. J'essayais de rassembler mes pensées, de donner un sens à ce que j'avais vu. Mais mon esprit n'était rempli que de bribes de souvenirs et d'images étranges de cristaux émettant de la lumière. Enfin, la voiture s'est arrêtée. On me conduisit à l'extérieur et devant moi se dressait une structure massive en béton qui ressemblait à un bunker. À l'intérieur, tout était stérile. Des murs blancs, la lumière froide des lampes et pas un seul son. On m'a fait entrer dans une petite pièce où une table était jonchée de photographies, de documents et de quelques appareils étranges qui ne semblaient pas avoir été fabriqués par l'homme. « Asseyez-vous », a ordonné l'officier. Lorsque je me suis assis, on m'a montré les photos prises lors de l'autopsie, mais elles étaient différentes. Elles ne montraient pas les organes étranges que j'avais vus. Au contraire, elles montraient un corps humain normal. « Voici votre rapport officiel », a dit l'un des officiers. « C'est ce qui sera publié. Tout le reste sera détruit. »« Mais c'est un mensonge !» m'écriai-je. L'officier m'a regardé en silence, puis a dit « Ce n'est pas votre affaire. Cela ne vous regarde pas. Vous devez vous taire. » J'ai regardé les photos que l'on m'avait remises et j'ai essayé de réprimer un sentiment d'horreur. Ce qu'elles démontraient était manifestement faux, mais les officiers agissaient avec autant d'assurance que s'ils n'avaient aucun doute sur le fait qu'ils avaient remis ces raisons. Je me suis rendu compte qu'il était inutile de discuter avec eux. Ces hommes ne posaient aucune question, ne laissaient aucune place au doute. Leur tâche était la même, cacher la vérité à tout prix. Lorsque je suis retourné à la voiture, on m'a fait comprendre que la conversation était terminée. L'un des officiers m'a jeté un dernier regard d'avertissement avant de fermer la portière. « Vous oublierez ce que vous avez vu », a-t-il dit, comme s'il s'agissait d'un ordre auquel je devais obéir. La voiture a démarré et j'ai senti un léger brouillard s'installer dans mon esprit. Peut-être était-ce le choc de ce qui s'était passé, ou peut-être était-ce autre chose. Il y avait une légère odeur chimique dans l'air de la voiture, et j'ai commencé à penser qu'on m'avait peut-être drogué avec quelque chose pour atténuer les souvenirs. Lorsque je suis rentré à Moscou, tout semblait normal. Les rues y étaient remplies de gens qui vaquaient à leurs occupations, ignorant que quelque part, au fin fond de leur pays, se déroulaient des événements qu'ils ne pourraient jamais connaître. Le lendemain, j'ai lu dans les journaux les premières informations sur la préparation du corps de Lénine en vue d'un adieu public. Les récits officiels disaient que le corps avait été soigneusement embaumé afin de le préserver pour la postérité. Je savais que c'était un mensonge, mais je me rendais compte que si je parlais, les conséquences seraient terribles. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. Des images me venaient sans cesse à l'esprit, des fibres brillantes, du cristal vivant, des organes étranges et artificiels qui ne pouvaient pas appartenir à un être humain. J'essayais de me convaincre qu'il s'agissait d'un rêve, d'une illusion causée par mon surmenage, mais une partie de moi savait que ce n'était pas le cas. Quelques semaines plus tard, 2 hommes en uniforme mais non marqués sont venus me voir. Ils m'ont remis une enveloppe indiquant un transfert vers un autre poste. On m'a proposé de déménager dans une région éloignée où mon travail consisterait à archiver de la documentation.
c'était une manière douce de me faire disparaître. Mais même à distance, je pouvais sentir leur présence. À chaque appel téléphonique, à chaque coup d'œil dans la rue, j'avais l'impression d'être observé. Ils savaient de ce que je voyais et ne m'autorisaient maintenant pas à le partager. Le mausolée a été ouvert quelques mois plus tard, et des millions de personnes sont passées devant un corps qui n'était plus humain. Je me tenais dans la foule pour regarder ce spectacle, et j'avais l'impression d'être le seul à connaître la vérité. Un soir, j'ai décidé d'écrire tout ce dont je me souvenais. Je savais que c'était les risquer, mais je sentais que je devais laisser au moins une partie de mon histoire aux générations futures. Si vous lisez ceci, sachez que la vérité existe, mais qu'elle est soigneusement cachée. Ce qui repose dans le mausolée n'est pas une personne, et je crains que ce ne soit plus que ce que nous pouvons imaginer.